Ce que vous voyez, c'est ce qu'il se passe en continu dans le monde. Un décollage par seconde, de même pour les atterrissages. Aujourd'hui, plus de 36 millions de vols traversent le monde chaque année à des prix imbattables. L'avion est devenu un moyen de transport incontournable pour effectuer de grandes distances en très peu de temps. Cependant, aujourd'hui, son utilisation est remise en question en raison de son impact sur l'environnement. Mais alors, comment le domaine de l'aviation pourrait-il évoluer afin d'être moins nocif pour l'environnement ? Optimisation du système actuel. 50% moins de bruit, 20% moins de CO2. 70% de ces projets n'ont pas réduit les émissions de CO2 nécessaires. C'est quand même des micro-mesures. Comportement humain et mesures politiques. Cette loi, elle va être votée tout prochainement. Et on va faire quoi de ces milliards ? Swiss und Edelweiss zu unterstützen. Ou encore innovation technologique. J'ai lancé le projet Solar Impulse, qui a été un projet de 15 ans. L'électrique, c'est clairement une technologie du futur. Converts sunlight, water and CO2 into jet fuel. Sont autant de manières d'aborder le problème. Mais quelles solutions sont envisageables et à quel terme ? À travers la vision de défenseurs de l'environnement, d'innovateurs et d'entrepreneurs, nous allons tenter de répondre à ces questions. Dans ce contexte d'urgence climatique, le domaine de l'aviation n'est donc pas épargné. Mais pourquoi exactement ? Quel est l'impact concret du transport aérien sur le climat ? À Berne, Yves Chaton nous expose le problème. Alors, je m'appelle Yves Chaton, je travaille pour l'ATE Suisse, donc Association Transport et Environnement Suisse, en tant que chargé de campagne, notamment dans le secteur aérien. Et l'objectif de l'ATE, c'est vraiment de promouvoir la mobilité durable. Donc, c'est comment on peut accéder à cette mobilité durable qui prend en compte tant le respect du climat, de la santé de la population. Donc, au niveau mondial, l'impact climatique du trafic aérien se lève à 5%. Ça peut paraître peu, mais il faut rajouter à cela que moins de 20% de la population mondiale est déjà montée dans un avion. Et les perspectives de croissance sont énormes. Donc, on parle vraiment d'un doublement, en fait, des passagers d'ici ces 20 prochaines années. Alors, à quoi ressemble un monde où on vole beaucoup ? On peut prendre l'exemple de la Suisse. Nous sommes très friands des voyages en avion. On vole en moyenne 2 fois plus que nos voisins. On fait environ 9000 km par année en avion, ce qui est énorme. Et là, le trafic aérien, donc le transport aérien, est à l'origine de 20% du réchauffement climatique d'origine humaine en Suisse. Donc c'est énorme. Et les perspectives de croissance sont encore plus grandes. Donc c'est un gros problème majeur. Et sans une réduction massive et rapide des émissions de ce secteur, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de Paris, donc de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré. Une première chose à faire pour réduire l'impact du secteur aérien est d'améliorer les avions. Aujourd'hui, la plupart des avions qui volent ne sont pas tout récents. Chacun peut en général voler pendant 30 ans. Dans la majorité des cas, les avions d'ancienne génération consomment plus que les avions modernes car les technologies évoluent. Actualiser les flottes des compagnies aériennes pourrait alors être une solution. Bonjour, je m'appelle Lorenzo Stoll, je suis le directeur général de Suisse pour la Suisse romande. J'ai fait mes études à l'école hôtelière de Lausanne. J'ai travaillé quelques années chez Nestlé et j'ai rejoint Suisse en 2013, en octobre 2013. La première chose qu'on a faite, c'est un investissement important dans le renouvellement de notre flotte. On s'est séparé de toute une partie d'avions d'ancienne génération qu'on a remplacés par des avions de nouvelle génération. Le plus récent, c'est les Airbus A220, avant étaient connus sous le nom de Bombardier C-Series, qui émettent jusqu'à 50% moins de bruit, 20% moins de CO2 et offrent un confort passager absolument imbattable. Et puis, on est sur le même chemin pour la flotte des Airbus 320, où on remplace régulièrement un 320 par un 320 Neo, le Neo voulant dire New Engine Option pour des nouvelles générations de moteurs, des nouvelles cellules de construction, etc., qui font aussi beaucoup moins de bruit et de CO2. C'est un avion qui est principalement construit en composite, comparé aux générations d'avant qui étaient en aluminium, donc plus léger. Ensuite, toute l'avionique et tout le design et la structure même de l'avion lui permet une meilleure pénétration dans l'air, donc une réduction de sa consommation de carburant. Et puis, ce qui a vraiment fait la différence, c'est la nouvelle génération de moteurs de chez Pratt & Whitney, qui, de par
Leur technologie qui s'appelle Geared Turbofans permet de réduire massivement la consommation et le bruit. C'était quand même jusqu'en 2019, en 2014 et 2019, on parle de 8 milliards de francs d'investissement dans la nouvelle flotte. C'est des montants importants. Chez Suisse, on est passé entre les années 2010 et les années 2018-19, on est passé de presque 8 litres par passager par 100 km à 4 litres par passager par 100 km. Renouveler les flottes est une très bonne chose pour réduire l'impact environnemental de l'aviation. Mais ces avancées sont lentes et insuffisantes. Ce qui peut encore être amélioré aujourd'hui est l'organisation du trafic aérien. Lors d'un vol, les avions ne volent pas en ligne droite. Ils passent par différents points de passage qui les acheminent jusqu'à leurs aéroports d'arrivée. Mais pourquoi exactement ? Mon nom est Joseph Rez, je suis contrôleur aérien Skyguide ici à Genève. Je suis également instructeur de vol et responsable de l'école de vol de l'Aéroclub de Genève. Donc il y a des points de passage obligatoires parce que d'une part il y a des activités autres que l'aviation commerciale, donc il y a des autres activités dans l'espace aérien, notamment l'aviation militaire. Donc l'aviation militaire utilise des zones d'entraînement et pour éviter ces zones d'entraînement, le trafic commercial, donc les avions de ligne, ils doivent éviter ces zones et donc tourner autour des zones d'entraînement. Ça peut aussi être également des zones des points de passage obligatoires pour entrer dans des centres de contrôle, pour qu'on puisse faire des échanges d'informations sur des points précis, notamment des heures de passage, etc. Une amélioration de ce système permettra aux avions de voler plus efficacement jusqu'à leur destination et donc de moins consommer. Une autre amélioration est encore possible. Pour atterrir, un avion descend à des altitudes successives jusqu'à atteindre le sol. Autrement dit, il descend par paliers et non de manière continue. Les moteurs sont alors plus sollicités. Donc les descentes par paliers, elles sont dues à deux critères principaux, notamment le relief. Si, comme aux alentours de l'aéroport de Genève, il y a les montagnes, il y a le Mont Blanc, il y a les Alpes, donc on ne peut pas descendre à des altitudes très basses, donc on est obligé de maintenir certaines altitudes, ce qui fait que la descente elle n'est pas continue. C'est aussi possible que la structure engendre des descentes par palier, mais l'optimum c'est de descendre de façon continue. Le système actuellement n'est pas conçu de cette façon, bien que les évolutions du système aillent dans ce sens, donc aillent dans le sens d'une descente continue. C'est beaucoup les coordinations entre les différents secteurs, les coordinations entre les différents organismes de contrôle aérien, mais également le transfert des informations d'un système à un autre. Sur de gros porteurs, les descentes continues permettraient d'économiser jusqu'à 1 tonne de carburant par atterrissage. Toutes ces mesures sont évidemment bénéfiques pour l'environnement, mais c'est quand même des micro-mesures. C'est clair que si on additionne toutes ces micro-mesures, ça fait quand même un changement important, mais ce n'est pas avec ces micro-mesures qu'on arrivera à solutionner le problème de la pollution et de l'augmentation du CO2. C'est plutôt un confort qu'une économie réelle en termes écologiques. Si l'on continue à utiliser l'avion comme aujourd'hui, certains proposent de compenser ce qui est émis durant un vol. C'est la compensation carbone. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Et comment est-il concrètement possible de compenser ces émissions ? Le principe de la compensation carbone, c'est un logiciel va calculer combien votre avion va émettre de kilos de carburant sur un trajet donné. Prenons un Genève-Barcelone ou un Genève-Londres. Et puis, vous pouvez acheter auprès d'entreprises spécialisées. Par exemple, chez Suisse, on travaille beaucoup avec MyClimate. L'équivalent du CO2 que vous avez émis en CO2 compensé. Et cet argent va servir à investir dans des productions d'énergie neutres en carbone. Les compensations représentent quand même plusieurs problèmes. Tout d'abord, c'est qu'afin d'atteindre nos objectifs climatiques, on ne peut pas contenter de juste compenser nos émissions, nous devons les réduire. Deuxième problème, il y a tout l'aspect éthique. Est-ce que les quelques pourcents de la population mondiale qui volent peuvent juste payer, parce qu'ils peuvent se permettre de payer des compensations carbone, et puis dans le reste du monde, on doit compenser les émissions pour eux. Donc c'est une question qui est très importante. Et deuxièmement, il y a aussi toute la faisabilité et puis l'efficacité de ces projets. Et il est très intéressant de mentionner que la Commission européenne a mandaté une étude afin de regarder un petit peu quels sont l'impact de ces compensations. Il s'est avéré que plus de 70% de ces projets n'ont pas joué leur compensatoire. C'est-à-dire que 70% de ces projets n'ont pas réduit les émissions de CO2 nécessaires pour pouvoir jouer le rôle compensatoire. La compensation finalement des émissions de CO2 doit être une solution seulement quand un vol en avion ne peut pas être évité, je dirais.
Donc, parce qu'au pire des cas, ça vous donne juste bonne conscience et vous pouvez juste continuer à voler en ayant une bonne conscience alors que probablement vos émissions ne sont même pas compensées. La compensation carbone, je pense que c'est un premier pas vers une prise de conscience non seulement de la part des compagnies aériennes, mais aussi de la part des passagers, que le voyage en avion a un impact sur l'environnement et qu'il émet du CO2. Le prochain pas, c'est la réduction du CO2. Il existe donc un grand nombre de possibilités pour améliorer le système actuel. Malheureusement, ces solutions ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques. Autrement dit, ces améliorations vont trop lentement ou sont trop peu significatives. Mais alors, pourquoi ne pas jouer sur l'utilisation que chacune et chacun fait de l'avion ? Moins le prendre serait plus efficace. Il y a un phénomène qui vise justement à moins voler, le flixcam, la honte de prendre l'avion. Cette idée s'est notamment développée depuis le début du mouvement des jeunes pour le climat et avec Greta Thunberg. Bonjour Lausanne. Ça va bien? Nous sommes justement à Lausanne pour le premier anniversaire de la grève pour le climat en Suisse. À cette occasion, Greta Thunberg est de passage pour se rendre par la suite au Forum économique de Davos. For well over a year, young people from all across the globe have been school striking for their right to a future every Friday. S'il y a des gens prêts à moins voler, c'est bien les activistes pour le climat. Mais alors, comment utilisent-ils l'avion ? Alors il y a eu une période de ma vie où je prenais beaucoup l'avion parce que j'avais aucune conscience. Et au bout d'un moment, je me suis quand même rendu compte que mon bilan carbone était probablement explosé à vie. Donc maintenant, j'ai juste décidé de vivre dans la région. Là, je pense que ça fait quand même 5-6 ans que je ne l'ai pas repris. C'est vrai que voilà, j'essaye si c'est des voyages en Europe ou proche, privilégier le train si possible. Je pense que si vous allez demander à beaucoup de jeunes ici, ils vont prendre moins l'avion. De toute façon, moi, je n'ai pas pris pour 1 année et demie maintenant. Et j'habite en Angleterre, alors j'essaie de plutôt prendre le train. L'année passée, j'étais en Erasmus, malheureusement, j'ai pris pas mal d'avions. Et j'avais pas encore autant de sensibilité par rapport à l'écologie que maintenant. Il faut faire attention de ne pas, prendre un avion pour tout et pour rien. Je pense qu'il peut y avoir des mesures politiques qui peuvent être prises contre les compagnies low cost et ce genre de choses, mais à mon avis, c'est plutôt les personnes à l'échelle individuelle qui devraient s'éveiller. C'est sûr que on voit que finalement l'initiative personnelle ne suffit pas, il n'y a pas une conscience collective qui existe actuellement, donc effectivement il y a des décisions à prendre au niveau politique, notamment sur les taxes carbone ou ce genre de choses. To the world leaders and those in power, I would like to say that you haven't seen anything yet. Au niveau politique justement, Isabelle Pasquier, conseillère nationale verte, nous parle des mesures politiques pour agir sur l'aviation. Elle nous donne également son point de vue sur la prise de conscience écologique liée à ce secteur. L'aviation, la prise de conscience, elle est déjà là depuis plusieurs années. Parce que c'est vrai que si on regarde au niveau des textes qui ont été déposés au Parlement fédéral, à la fois les Verts et les socialistes, ça fait longtemps qu'ils essayent de faire des tentatives pour notamment que l'aviation soit inclue dans les accords de Paris sur le climat. Parce que c'est vrai que c'est assez incroyable. Tous les pays se sont mis d'accord pour conclure des accords pour diminuer tous les secteurs de l'économie, pour diminuer les émissions de CO2. Et à la fois le trafic aérien et maritime ont été exclus. C'est vrai que c'est incompréhensible. Et dans ce sens-là, c'est très important qu'il y ait ce mouvement pour dire en fait non, l'aviation n'est pas une exception et l'aviation doit contribuer aux efforts globaux de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Moi, je pense que c'est comme tout type de choses. Il y a à la fois évidemment la sensibilisation personnelle et la responsabilité personnelle, elle est importante. Mais c'est clair que le contexte
le contexte qui est donné notamment par le marché et qui peut être régulé par l'État, il est extrêmement important. Moi, je vous donne un exemple très simple. Ça fait longtemps qu'il existe la manière de compenser volontairement les émissions. On peut payer en plus un supplément pour compenser ces gaz à effet de serre. Mais quand on achète un billet, que ce soit dans une agence de voyage ou en ligne, on vous propose toutes sortes de services. On vous propose des assurances pour annuler votre billet, on vous propose une location de voiture, on vous propose de réserver des hôtels, toutes sortes de choses, mais on ne vous parle jamais de la possibilité de compenser. Donc ça montre vraiment qu'il n'y a pas... que par lui-même, le marché ne fait rien. Et puis, en fait, aussi, on est tellement bombardé de ces publicités. Partout dans la rue, on voit un week-end à l'autre bout de l'Europe, là-bas il fait chaud, que de plaisir, que c'est vrai, c'est forcément des très fortes incitations. Et en plus, on vous propose d'aller à l'autre bout de l'Europe pour 20 francs. Ça vous coûte moins cher que d'aller en train à Lausanne. C'est clair que par lui-même, le marché, la publicité font que ça incite les gens à prendre l'avion. C'est un peu bizarre de payer le même prix pour aller à Barcelone que pour aller faire 1 heure de train en Suisse. Une mesure politique déjà appliquée dans beaucoup de pays européens est la taxe sur les billets d'avion. En 2018, une telle taxe a déjà été discutée dans le cadre d'une révision de la loi sur le CO2 en Suisse. Mais celle-ci n'a pas été acceptée une première fois en raison de désaccords, notamment sur cette taxe. Alors, l'histoire effectivement de la taxe sur le billet d'avion, ça fait longtemps qu'elle est en discussion. Cette loi, elle va être votée tout prochainement à la session de juin. Et elle contient une proposition qui est d'introduire une taxe effectivement incitative sur le billet d'avion entre 30 et 120 francs. Je ne sais pas à quel point les taxes sur les trajets en avion ça fonctionne parce que les gens qui veulent vraiment le faire, c'est pas une petite taxe qui va les arrêter, mais en même temps, les gens qui n'ont pas le choix que de prendre l'avion, ça les pénalise parce que du coup c'est plus cher pour eux, alors que dans certains cas, tu n'as vraiment pas le choix. C'est vrai, au niveau de l'échelle suisse, il y a souvent cet argument de dire mais en fait c'est les familles à bas revenus qui vont devoir payer cette taxe pour que c'est un problème. Mais alors de nouveau là on voit que les gens qui volent le plus et donc qui contribueraient le plus sont les gens qui ont davantage de revenus. Alors, la problématique de la taxation des billets pour résoudre une partie de l'environnement. La problématique de l'environnement est, selon nous, pas la bonne approche. Ça n'empêchera pas la plupart des gens de voler. Ce que ça fait, sûrement, c'est limiter la compétitivité de Swiss International Airlines dans un marché global, encourager un certain nombre de passagers plutôt que de faire Genève-Barcelone, éventuellement de prendre leur voiture pour aller à Lyon ou à Milan pour faire Milan-Barcelone parce qu'il n'y a pas la taxe, le vol sera moins cher. Aussi, l'émission de CO2, elle n'est pas suisse. Un avion qui décolle de Genève au départ de Londres, il passe 19 à 25 secondes en Suisse. Après, il est en France. Il n'y a pas un petit seau derrière l'avion, marqué CO2 suisse, CO2 français, CO2... Donc de nouveau, la problématique de la résolution globale du problème. Et on va faire quoi de ces milliards que l'État va encaisser avec cette taxe ? Il faut savoir que cette taxe, elle va être redistributive. Donc ça veut dire qu'une partie de l'argent va être utilisée pour un fonds climat, mais une autre partie va être redistribuée à la population et aux entreprises. Donc finalement, des familles à faible revenu ou des familles qui, par leur sensibilité, ne souhaitent pas prendre l'avion, elles vont être gagnantes parce qu'elles vont avoir de l'argent qui va leur être rétribué. Enfin, nous, on conteste le fait que ce soit une taxe qui ne soit pas sociale. Mais c'est vrai, ce que vous dites est extrêmement important. Nous, on est persuadés que la politique climatique doit avoir une composante sociale. On ne peut faire que les deux ensemble. Cette révision de la loi sur le CO2 est finalement acceptée le 10 juin 2020. Elle fait pourtant des déçus de tous les côtés. Certains trouvent qu'elle ne va pas assez loin et d'autres l'inverse. Différents groupes tentent justement de lancer un référendum. Mais entre-temps... Avril 2020. Les frontières sont fermées et les avions cloués au sol. La pandémie de coronavirus a mis à mal le transport aérien mondial qui a perdu plus de 90% de ses activités au plus fort de la première vague. Cet important ralentissement ne pourrait-il pas être un nouveau départ, une occasion pour relancer le secteur aérien de manière plus écologique ? Et quel sera l'impact de la crise à plus long terme ? Il y a plusieurs scénarios, mais je pense que si on est réaliste, un retour à un volume opérationnel et de passagers transportés similaire, comparable à 2019, c'est à l'orée 2023.
voire même l'été 2024. Der Bundesrat hat darum entschieden, die beiden Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss mit Garantien zu unterstützen. Es geht maximal 1,275 Milliarden Franken. Alors suite au coronavirus, évidemment, la plupart des avions sont restés coulés au sol. Le Parlement a décidé d'octroyer un soutien financier d'environ 2 milliards au secteur aérien en Suisse, dont un peu plus d'1,2 milliard pour les compagnies aériennes, donc Suisse et Edelweiss essentiellement. Suisse peut emprunter jusqu'à 1,5 milliard de francs auprès d'un consortium de banques. 1,250 milliard de ce prêt est garanti par la Confédération au cas où Suisse ferait défaut. Donc, jusqu'à ce qu'on fasse faillite, la Confédération et donc les contribuables ne sortent pas un centime. Ce qui a scandalisé, on va dire, les organisations environnementales, c'est que ce soutien n'était pas lié à des conditions en matière de protection du climat. Donc le transport aérien, malgré le fait qu'il est à l'origine de 20% de l'impact climatique en Suisse, n'est pour l'instant soumis à aucune mesure climatique, ou on va dire à aucune mesure efficace en matière du climat. Et là, on leur prête pas directement, mais on leur garantit un prêt de 1,2 milliard aux compagnies aériennes sans vraiment leur demander de faire un effort un petit peu pour le climat. L'État français a décidé de soutenir Air France suite à la crise du coronavirus. Et en contrepartie, ils aimeraient maintenant introduire des mesures pour réduire les émissions du trafic aérien. Et une de ces mesures était d'interdire tout vol pour lesquels il existe des alternatives de moins d'un certain nombre d'heures. La France est un grand pays, alors maintenant aux Suisses, interdire les vols intérieurs, ça a été essayé, il y a eu des interventions parlementaires, mais ça a été refusé. Et puis l'interdiction, je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution, du moins à moyen terme. On sait que 3/4 des vols qui sont au départ de Genève sont pour des destinations européennes. Donc c'est assez évident que dans un monde idéal, ce genre de destination-là, on devrait pouvoir les joindre en train. C'est vrai que simplement aller au nord de l'Europe ou bien au sud, maintenant en train, c'est souvent assez compliqué. On doit changer. Par exemple, si on va à Bruxelles, on doit aller par Paris, changer de gare. C'est vrai que c'est pas très incitatif. Même par exemple, prendre un ticket, si vous voulez prendre un ticket de train à l'international, c'est compliqué. Alors que pour l'avion, c'est tellement simple. En fait, vous allez vous cliquer en 2 minutes, vous avez acheté un vol pas cher. Donc il faut rendre les autres modes de transport plus attractifs, plus faciles d'accès. Donc c'est pour ça que nous on demande en parallèle à limiter les vols, on dit qu'il faut absolument favoriser le développement des trains longue distance et des trains de nuit. Quoi qu'on pense de ces mesures politiques, il est assez certain qu'à moyen terme, l'avion continuera d'être utilisé comme moyen de transport par une partie de la population. Cela nous amène au fondement du problème, la source d'énergie. Celle actuellement utilisée par le transport aérien est le kérosène, carburant issu du raffinage du pétrole. Trouver une alternative viable à celui-ci serait une grande avancée. Il y en a en tout cas un qui l'a bien compris, en créant un avion solaire et en faisant le tour du monde avec. Je m'appelle Bertrand Picard, je suis médecin et explorateur. Donc en parallèle de ma carrière de médecin, j'ai toujours adoré l'exploration, toujours adoré l'aviation. J'ai commencé avec l'aile Delta, avec l'ULM, ensuite le ballon. J'ai traversé l'Atlantique en ballon en 1992. Je fais le premier tour du monde sans escale en ballon en 1999 avec mon ami Brian Jones. Et à la suite de ça, j'ai lancé le projet Solar Impulse, qui a été un projet de 15 ans avec le but d'accomplir une démonstration de ce que les technologies propres et les énergies renouvelables peuvent effectuer d'impossible. On croyait souvent à l'époque que c'était très anecdotique, le renouvelable, ces technologies propres, c'était cher, que c'était pas au point. Ce que je voulais montrer, c'est qu'on pouvait faire des choses absolument incroyables sans carburant et sans pollution. Le rêve de Solar Impulse est né dans le désert égyptien quand j'ai atterri avec le ballon Breitling Orbiter 3. J'avais fait 20 jours de vol, 45 000 km, et sur les 3,7 tonnes de propane liquide du départ, il restait 40 kilos. Et là, je me suis dit, c'est faux quand on dit « the sky is the limit ». En fait, c'est « the fuel is the limit ». Et si on veut faire mieux, si on veut voler de manière beaucoup plus autonome et indépendante, il faut s'affranchir du carburant. Même pas seulement des énergies fossiles, mais s'affranchir du carburant. Et de cette manière-là, essayer de voler jour et nuit, de manière perpétuelle. Et Solar Impulse, c'était ce rêve-là. Arriver à capter assez d'énergie solaire pendant la journée, pour faire marcher des moteurs électriques, pour charger des batteries, utiliser ces batteries pendant la nuit et casser un autre paradigme qui est celui de pouvoir voler de nuit à l'énergie solaire.
Alors, Solar Impulse, c'est un avion électrique, à la base. C'est des moteurs électriques alimentés par des batteries. Mais pour pouvoir voler jour et nuit et pouvoir traverser des océans, pour avoir une autonomie en théorie illimitée, il fallait nous approvisionner directement avec l'énergie solaire. Donc le soleil, sur des panneaux photovoltaïques, était transformé en électricité, chargeait les batteries, alimentait les moteurs électriques et nous permettait de voler comme ça de manière indéfinie. En sachant bien qu'il y a des limites météorologiques. S'il n'y a plus de soleil le matin, quand les batteries sont vides, on ne peut pas continuer. Et puis, à un moment donné, c'est clair que comme c'est un seul pilote qui est à bord, la limite, elle devient humaine. Mais Solar Impulse, en théorie, peut voler pendant des mois ou des années. Alors en fait, on pouvait stocker de l'énergie selon deux méthodes complémentaires. Une manière, c'était de l'énergie chimique dans les batteries. Pendant tout le temps que l'avion montait, il emmagasinait de l'énergie dans les batteries, mais il emmagasinait aussi un autre type d'énergie qui est de l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'altitude. Et comme on arrivait à 9000 mètres avant le coucher du soleil, on pouvait ensuite redescendre sans utiliser les moteurs de 9000 mètres à 2000 mètres. Et ça, c'était à peu près 4 heures de nuit. Donc on gagnait 4 heures de batterie. Et ensuite, sur les 8 heures suivantes, on était sur les batteries jusqu'au lever de soleil, et là on recommençait le cycle. Mais aujourd'hui, moi je ne vois pas comment un avion solaire, purement solaire comme Solar Impulse, peut transporter beaucoup de passagers. Par contre, des avions électriques, avec des batteries comme Solar Impulse, mais chargées au sol, par des panneaux solaires qui seraient sur les aéroports, qui seraient dans les champs, qui seraient n'importe où, ou de l'énergie éolienne, ou géothermique, ou hydroélectrique, etc., de l'énergie propre, ça peut charger les batteries d'un avion au sol, et cet avion peut transporter des passagers. Parce que son but, ça ne va pas être de traverser tout de suite des océans. Son but, ça va être de voler 2 ou 3 heures à 500 km/h pour faire des vols nationaux ou continentaux. C'est clair que s'il faut 72 mètres d'envergure, donc plus que le jumbo jet, pour le poids d'une voiture familiale, donc 2300 kg, avec l'énergie d'un scooter pour transporter une personne, on est très loin de pouvoir faire la même chose avec 200 passagers. Donc il faut y aller par étapes. Une première étape est d'électrifier de petits avions. Pipistrel est une entreprise slovène qui conçoit et fabrique des avions légers et depuis 2007 des avions légers électriques. Basée à l'aérodrome d'Écuvian, la petite entreprise Alpine Airplanes collabore avec Pipistrel en tant que distributeur de leurs avions en Suisse. Ils travaillent également à la certification de leur nouvel avion électrique et sur un projet de développement de l'aviation électrique dans les aérodromes suisses. Mon nom c'est Fabio Zaug, je suis étudiant d'ingénieur en génie électrique à Fribourg, à l'Haute École d'ingénierie. Et j'ai toujours été passionné par l'aviation et je suis tombé dans le monde Pipistrel. Et après ça, je suis allé connaître la fabrique en Slovénie de Pipistrel. Et c'est là où j'ai connu Marc Korpato, le chef et celui qui a créé ce projet. Nous pensons avec Marc que l'électrique, c'est clairement une technologie du futur. Et la difficulté, c'est d'amener ça aux pilotes, d'amener ça dans le pays. Et c'est là où la vision d'Alpine Airplanes s'est mise en place autour de toute cette idée. Pipistrel, quand ils ont commencé à développer leur avion électrique, ils ont eu besoin d'avoir une place où ils pouvaient tester cette nouvelle technologie, les nouveaux avions qu'ils ont construits. Et c'est là que Alpine Airplanes ils se sont mis dans le projet. Et nous, on a joué en Suisse comme base de test et base de certification pour toutes les EASA, donc le territoire européen. Pour commercialiser un avion, celui-ci doit être certifié. En bref, il doit répondre à un certain nombre de normes de sécurité. Le nouvel avion électrique de Pipistrel, le Velis Electro, est justement devenu le premier avion électrique à être certifié au monde. Il a reçu sa certification quelques jours avant notre visite chez Alpine Airplanes et a effectué son vol inaugural certifié quelques semaines plus tard. Alpine Airplanes a activement contribué à cette certification. Pour nous parler du moteur électrique de cet avion, rien de mieux qu'un de ses pilotes.
Alors, je m'appelle Michel Barra. J'ai passé par les autorités aéronautiques à l'époque, donc j'étais inspecteur de vol. Et puis j'ai été dragué par Marc pour participer à son projet. Comme tous les moteurs électriques, il faut du courant. Ce courant, on doit l'amener avec nous, donc on a des accumulateurs dans l'avion. Puis ensuite, c'est le même principe que ce qu'on a dans les locomotives, à ceci près que les locomotives, elles tirent leur courant du fil de contact. Ici, le courant est dans les batteries. Donc là on a le chargeur qui est en activité. Hein. Donc, on a 2 blocs batterie comme celui-ci. Donc ça pèse environ 65 kg par batterie, par bloc batterie. On doit charger nos accumulateurs. Pour ça, on a 2 possibilités. Soit on prend du courant du secteur avec un chargeur adéquat, ou alors on produit le courant nous-mêmes avec des panneaux solaires. Et nous, au sein du projet de Alpine Airplanes, on a des panneaux solaires qui rechargent les batteries. Donc l'idée, c'est qu'il y a une centaine de mètres carrés de panneaux solaires sur le toit, et avec ça, on est quasi autonome au point de vue énergie. Et donc nous, de notre côté, on peut dire que oui, on est vert en énergie, donc on est plus écologique. La vision d'Alpine Airplanes, c'est aujourd'hui de créer un grid dans toute la Suisse d'aviation électrique, donc que ce ne soit plus un problème qu'on peut plus charger son avion dans certains aérodromes, et que ça là aussi, avec les nouvelles technologies de batterie, des charges plus rapides, ça fasse qu'on puisse utiliser l'aviation électrique au lieu de l'aviation thermique pour beaucoup d'aspects. Certainement pas pour tous les aspects, mais c'est la vision qu'on a aujourd'hui avec Alpine Airplanes. Maintenant, on a starté ce projet de Next Generation Flight Training. Donc c'est ce projet avec les 12 avions électriques qui seront situés dans 10 écoles de vol en Suisse avec les panneaux solaires. Maintenant que l'avion il est certifié, et on peut commencer à voler avec cet avion dans les écoles de vol, faire des vols commerciaux avec. Alors au départ, la cellule de base, donc l'avion lui-même, a été conçu autour d'un moteur thermique. Et puis à partir de là, Pipistrel a intégré une motorisation électrique avec les accus, ce qui fait que fondamentalement les structures d'avion sortent du même moule. Donc c'est les mêmes avions, on peut dire. C'est la motorisation et l'équipement qui fait la différence. Alors un des grands avantages avec un avion électrique, c'est que si on regarde la base du mécanicien, un avion électrique il a vraiment besoin de peu de maintenance. Il y a le côté bruit, un avion électrique ça fait beaucoup moins de bruit, et qu'un avion thermique ça c'est surtout important dans les zones peuplées. Et après il y a le côté de l'aviation verte, on peut utiliser des énergies renouvelables pour voler, pour faire de l'instruction, mais aussi pour faire des vols de plaisance. Et de nouveau aussi pour faire des vols commerciaux. Pour le niveau commercial, Pipistrel, ils sont déjà en train de créer un avion à 19 places, 100% électrique comme celui-là qu'on a ici. Alors ça va déjà expandre un peu le transport. Et je sais qu'il y a des lignes aériennes qui sont intéressées pour faire des courts trajets. Je branche ma batterie de servitude et tous mes instruments. Ici, j'ai bien la puissance à 0. Là, mon moteur est en marche maintenant. C'est-à-dire, il est en marche, mais il ne tourne pas parce que j'ai 0 puissance. Je fais ça, ça se met à tourner. Aujourd'hui, on peut créer des avions à jusqu'à 19 places apparemment. C'est tout dans un stade prototype, mais c'est les plans qu'on a déjà. Et on parle d'avions électriques, c'est une toute nouvelle technologie, alors c'est pas facile du tout de les acquérir. Et maintenant qu'ils sont là, ça va se faciliter un peu. Il faut attendre que les normes de production augmentent pour que la production en série aussi soit plus grande. Si on pense à des vols long courriers, par exemple, il faut pouvoir voler quand même pas mal d'heures avec une grosse charge derrière, donc il faut une énorme quantité d'énergie stockée. Pour le moment, avec le courant électrique, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ça va venir, mais il faudra encore faire des progrès. Ça a toujours buté à la source d'énergie, parce que la densité énergétique qu'on peut avoir dans les accus est inférieure à ce qu'on a avec des carburants fossiles, ou enfin de l'essence, ou des gaz, ou des choses comme ça. Mais il peut y avoir d'autres systèmes de génération de courant électrique sur base d'hydrogène ou autre,
qui pourront être envisagées à l'avenir. Moi, j'ai l'impression que les batteries en tant que telles vont rester avec un poids mort qui est un peu important. Donc j'ai le sentiment qu'il faudra trouver autre chose. On le comprend bien maintenant, le problème principal des avions électriques est le stockage de l'énergie. Une autre solution serait d'utiliser des moteurs à hydrogène. Ceux-ci ont un avantage considérable. L'hydrogène a une densité énergétique bien meilleure que les batteries et ne rejette que de l'eau. Il en existe deux types. Le premier est un moteur à combustion interne, similaire au moteur d'aujourd'hui. Il utilise directement de l'hydrogène en tant que combustible pour générer une explosion et ainsi créer une poussée. Le deuxième type de moteur à hydrogène est un moteur électrique. Il n'est cependant pas alimenté par des batteries, mais par des piles à combustible. Dans ces dernières, de l'hydrogène et de l'oxygène créent une réaction d'oxydation qui produit un courant électrique pour alimenter le moteur. De tels avions existent déjà, mais il ne s'agit que de petits prototypes. En septembre 2020, Airbus a justement présenté 3 concepts d'avions gros porteurs qui utilisent une combinaison de ces deux types de moteurs à hydrogène, mais ceux-ci ne sont pas attendus avant 2035. De tels avions peuvent faire rêver. Il est tout de même important de se pencher sur l'impact de la production de l'hydrogène. Aujourd'hui, il est produit à 90% avec des énergies fossiles. Son utilisation n'a donc pas d'intérêt écologique. D'autres méthodes plus écologiques existent. La plus courante utilise l'électrolyse de l'eau. On casse les molécules d'eau en molécules d'hydrogène et d'oxygène, et cela nécessite de l'électricité. On peut alors utiliser des énergies renouvelables pour produire de manière écologique de l'hydrogène, qui ne rejettera que très peu de gaz à effet de serre lors de son utilisation. Cette technique reste cependant minoritaire, car plus chère que les méthodes polluantes. De manière générale, il y a encore beaucoup de barrières technologiques à lever, et donc de très nombreuses années pour imaginer de gros porteurs volés à l'hydrogène. Un autre carburant dit écologique est le biocarburant, du carburant fabriqué à partir de matières organiques. Il ne fait pourtant pas l'unanimité. En effet, sa production n'est pas très écologique et peut entrer en concurrence avec la production alimentaire. Il existe alors un autre carburant peu émetteur de gaz à effet de serre, le carburant synthétique. Il est en théorie neutre en carbone car en le consumant, il rejette une quantité de CO2 équivalente à celle absorbée pendant sa production. L'avantage de cette alternative est que ce carburant synthétique est chimiquement similaire au kérosène. On peut alors l'utiliser sans rien changer aux avions et aux infrastructures actuelles. Il a également l'avantage de posséder une densité énergétique comparable au kérosène, ce qui n'est pas le cas des batteries par exemple. Ce carburant neutre en carbone a notamment été testé en laboratoire à l'EPFZ et à plus grande échelle au sein du projet Sun2Liquid. So my name is Christoph Falter. I'm a research assistant at Bauhaus Luftfahrt, which is a German think tank working on questions regarding the future of aviation. In this role, we were coordinating the Sun2Liquid project, which ended end of last year, 2019. It was an EU-funded project over the course of 4 years, and the goal of the project was to establish and demonstrate the solar thermochemical fuel production pathway. So, in easy words, to convert sunlight, water, and CO2 into jet fuel. This project was quite successful. We demonstrated this fuel pathway in an integrated facility in Spain, close to Madrid, at our project partner IMDEA Energia. And there, 3 components of this plant were built. Firstly, the concentration of sunlight. So normal sunlight that hits the earth is collected by a field of mirrors, and they all reflect the sunlight onto the top of a tower. At the top of this tower, there's a second unit. There's a solar thermochemical reactor, which is heated up by the concentrated solar radiation to temperatures at around 1500 degrees centigrade. And these high temperatures trigger a chemical reaction that converts water and CO2 into a synthesis gas. The synthesis gas is then collected in the third subunit of the facility in the gas-to-liquids plant and is converted into liquid fuels. It was before demonstrated on the laboratory scale, but now the success of the Sun2Liquid project was that we moved from the laboratory to the field, increased the yield and the efficiency of this technology by a factor of about 30, and clearly demonstrated that the production of renewable jet fuel with this technology works.
And the longer-term goal of the Sun2Liquid project is to establish and develop this solar thermochemical fuel pathway to reduce greenhouse gas emissions from aviation by about 80% and achieve production costs of this jet fuel below €2 per liter. We foresee that the technology will take probably another 10 to 15 years to reach a mature state and to be used in a commercial environment. Beaucoup de ces projets technologiques portent sur l'idée de voler comme aujourd'hui, mais avec une source d'énergie différente. Il existe également des projets qui s'attaquent différemment aux problèmes. À l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, un projet nommé Clipper et dirigé par Claudio Leonardi propose une nouvelle vision de l'avion. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui nous montrent qu'il y a des limites à l'aviation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Saturation, nombre d'avions qui volent, le problème de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent à reconsidérer ou le besoin de reconsidérer quelque chose de nouveau. On voit que l'aviation aujourd'hui, elle change très peu finalement. Si vous voulez, j'amène toujours ce point de dissociation entre la technologie qui avance très vite et l'usage qui, lui, n'avance pratiquement pas. D'accord ? Nous, quelque part avec Clipper, on s'est attaqué plutôt à l'usage qu'on fait de l'avion, tout en admettant les technologies qui existent aujourd'hui. On n'amène pas une nouvelle technologie, on amène un nouvel usage. Le principe des avions Clipper est une aile volante qui peut transporter jusqu'à 3 capsules directement clipsées sur elle-même. L'avantage de cette configuration est l'indépendance de l'aile et des capsules. Au lieu d'élargir sa flotte, une compagnie aérienne peut alors adapter son offre en agrandissant ou rétrécissant directement ses avions. En bref, ce système permettrait de voler tout autant mais avec moins d'avions. Après un vol, les différentes capsules pourraient même être amenées à des endroits où il n'y a pas d'aéroport, comme les centres-villes, directement par le train. Cet avion peut arriver comme un autre avion, il peut décoller comme un autre avion, il peut prendre des passagers comme un avion, standard. Pour qu'il devienne très intéressant, il faudrait qu'on puisse déployer cette modularité. Premièrement, ce concept modulaire peut voler avec du carburant classique tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Un des éléments très intéressants de Clipper, c'est qu'il peut avoir dessous ces pods qui peuvent devenir des réservoirs, par exemple, d'hydrogène liquide. L'hydrogène prend beaucoup plus de place que du carburant classique. On ne pourra pas le mettre dans les ailes parce qu'il faudra, l'hydrogène sera sous pression. Puis il faudra surtout des canalisations qui amènent tout cet hydrogène liquide. Il faudra refroidir les canalisations. C'est vraiment tout sauf simple. Avec Clipper, on pourrait préparer le réservoir à l'avance. On n'a plus de canalisation qui amène cet hydrogène liquide jusqu'à l'avion. Mais on a le pod qui arrive, qui serait clippé et l'avion pourrait partir. En plus de sa vision modulaire, Clipper propose donc ce concept de réservoir préparé à l'avance pour simplifier l'utilisation de moteurs à hydrogène. Mais ce projet très ambitieux est-il vraiment réaliste ? Alors évidemment, il y a encore un énorme travail à faire là derrière, qui est très conséquent. Aujourd'hui, nous, à l'école, on a amené surtout un concept. Clipper, c'est un projet sur du long terme, c'est une vision à long terme, mais ça peut être aussi un projet qui peut démarrer dans 3 ans. Clipper n'est pas forcément l'avion qui a 3 pods sous son aile, c'est une vision modulaire du transport. L'aviation, comme beaucoup d'autres secteurs, a un grand défi à relever, devenir plus écologique pour répondre aux enjeux environnementaux. Voici un récapitulatif des solutions envisageables. Il est possible aujourd'hui d'améliorer le système actuel. Amélioration des avions, amélioration des procédés opérationnels ou encore compensation carbone. L'aviation de demain devra et sera, j'en suis convaincu, pas seulement en train de dire voilà ce qu'on va faire pour réduire notre empreinte environnementale,
mais devra être en mesure rapidement de dire voilà ce qu'on a fait. Et je pense qu'on est bien parti sur le voilà ce qu'on a fait, parce qu'il suffit de regarder les nouvelles générations d'avions qui consomment radicalement moins qu'avant, et donc émettent moins de CO2 pour la même capacité de transport. Premier pas. Il faut des descentes constantes pour les approches. Il ne faut pas des descentes en palier. Il faut des routes plus directes. Mais ça, c'est des notions politiques. Le comportement de chacune et chacun a également une grande importance. Le meilleur moyen de moins polluer en avion ne serait-il pas de moins voler ? La politique peut également agir à ce niveau. L'idée la plus prometteuse pour rendre l'aviation plus écologique, c'est, en tant qu'individu, se poser la question « pourquoi je vole ?» Est-ce que j'ai besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour une expérience? Est-ce que j'ai besoin de me rendre à tel endroit pour des raisons professionnelles alors qu'on peut très bien faire des séances en ligne? Il y a toutes sortes de mesures qui doivent être prises au niveau international, ou si au niveau international on ne trouve pas d'accord, au niveau bilatéral avec nos pays voisins. Et puis il faut que l'aviation fasse partie des engagements mondiaux pour le climat. Malgré cela, pour faire face à la constante augmentation de la demande, l'aviation se doit également d'innover à travers de nouvelles technologies à plus long terme. Le prochain pas, c'est les carburants alternatifs. Ça, on va le faire. Ça sera probablement à moyen terme les avions à hydrogène. Les solutions techniques, on va dire les avancées technologiques, vont nous aider à décarboniser l'aviation, mais ne suffiront pas à décarboniser l'ensemble du trafic aérien. Pour cela, il faut un changement drastique dans le système. C'est difficile de dire si l'électrique c'est la solution ultime qui va rester dans les prochaines 200 années. On voit avec les voitures électriques aussi, maintenant on est en train de tirer plutôt sur l'hydrogène. C'est sûrement une solution viable et c'est la solution qu'on a aujourd'hui, alors il faut l'utiliser et en tirer le meilleur qu'on peut. Je pense que l'avenir, ce sera peut-être une mosaïque de solutions. Il y aura peut-être l'hydrogène, ils continueront peut-être à brûler du carburant classique. Il n'y aura plus un seul vecteur, mais plusieurs systèmes. Ouais. Il faut absolument qu'on ouvre aux jeunes générations la possibilité d'innover, pas seulement d'optimiser les techniques qui existent déjà, mais je dirais d'inventer le monde de demain. Parce que ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on est en train d'optimiser. Et on est en train de louper le coche. L'aviation de demain, ça sera une aviation qui aura su innover pour répondre aux besoins fondamentaux de l'humanité de se rencontrer tout en ayant résolu sa part de la problématique de l'impact environnemental.